crying and shit. Bro, that's sick. Please, 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 I can't breathe. Please, man. Comme on vient de le voir avec la vidéo de George Floyd, dans cette vidéo on va aborder les violences policières. Mais on va pas aller voir ce qui se passe aux États-Unis, on va plutôt s'intéresser à ce qui se passe en France. On va essayer d'aborder le sujet avec une certaine objectivité, en étant factuel, en ayant des chiffres, en regardant aussi l'implication, le rôle et les responsabilités de tous les acteurs, donc de la population, de la police et du gouvernement. Cette vidéo va être un peu différente des autres. On a pensé pertinent que Guennouche soit l'intervieweur et moi l'interviewé, qui me pose des questions, que parfois il apporte des éclaircissements à ce que je dis. Cora, avec quelle partie de la population y a-t-il le plus de bavures policières? Déjà mettons-nous d'accord. Macron. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Donc vous me parlez de répression, je vous dis c'est faux. Et casse ta mère. Qu'est-ce que vous dites à ces policiers qui visent la tête? Qu'est-ce que vous leur dites? Mais d'abord qu'ils font une faute. Et toute faute sera sanctionnée. Comme dans toute profession, on peut faire des bêtises. On ne dit pas bavure policière, on dit violence policière, car ce sont des violences qui sont faites à la population. Et en réalité, il n'y a personne qui est épargné par ces violences policières-là. Il est vrai que les plus touchés sont les mecs de quartier. On va faire un petit point histoire. Dans les années 60-70, la France a recruté des Arabes et d'autres étrangers, bref, pour reconstruire la France, etc. Et donc clairement, la France est partie chercher la main-d'œuvre dans ces pays-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas d'endroit où loger ces gens-là. Donc qu'est-ce qu'elle a fait la France? Elle a construit des quartiers où elle a mis tous ces gens-là ensemble. Ces gens-là étaient quelque part abandonnés par l'État. En fait, ils sont venus en tant que main-d'œuvre. Ils ont été très vite abandonnés par l'État, pas pris en charge, pas aidés. On met les gens de la même communauté ensemble, on les abandonne. Il est évident que cela crée chez ces gens-là un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon par la France. Et ces gens-là se replient sur eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle le repli communautaire. Et c'est pour ça que certaines personnes du quartier revendiquent autant leur quartier, sont autant fiers de leur quartier, car pour eux, le quartier c'est leur pays. Et je pense que ce phénomène-là est tout à fait normal. Si on prenait un échantillon de la France, qu'on le mettait en Venezuela et qu'on les mettait dans le même quartier, il y aura du communautarisme. C'est normal. Donc ce refus de la France quelque part, je dis pas que c'est bien, je dis que c'est compréhensible, attention. Il passe aussi par un rejet des forces de l'ordre. Petit disclaimer, je déteste personnellement la victimisation. Pour moi, si on veut faire quelque chose dans la vie, on peut y arriver. Mais il faut avouer qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts quand on vient de quartiers défavorisés que si on venait d'un milieu aisé, etc. etc. C'est du bon sens, pour moi il n'y a pas de débat là-dessus. Et d'ailleurs, ajouter au fait qu'il y a un repli communautaire provoqué par des agissements politiques, il y a aussi un sentiment d'incompréhension, de haine qui se développe même dans les quartiers à cause des contrôles abusifs de la police. On va revenir là-dessus plus tard, mais juste pour tous ceux qui pensent que le racisme en France n'existe pas, tenez. D'après une étude du CNRS, si on est arabe ou noir, on a 26% de chances de moins d'obtenir un logement. D'après les chiffres du ministère du Travail, si vous êtes noir ou arabe, vous avez 25% de chances en moins d'obtenir une réponse favorable à une offre d'emploi. Et enfin, d'après le défenseur des droits, si vous êtes noir ou arabe, vous avez 20 fois plus de chances de vous faire contrôler par la police. C'est ce qu'on appelle le contrôle aux faciès. Enfin, tout ça, je vais revenir dessus un peu plus tard dans la vidéo. Je voulais juste vous expliquer pourquoi il y a autant d'altercations et peut-être parfois de provocations dans les quartiers sensibles, on va dire. Dans cette vidéo, on essaie de comprendre un peu tout le monde. On n'est pas là pour dire c'est bien, c'est mal, on essaie de comprendre. Mais il n'y a pas que les gens issus de banlieues qui subissent des violences policières. Il y a aussi par exemple les gilets jaunes. Les exemples sont nombreux d'ailleurs, les exemples aussi pour les personnes de banlieue. On va pas les citer ici, il y en a énormément, vous en savez sûrement vous-même. Et en réalité, si vous en voulez, allez taper sur YouTube ou sur Google, vous tapez violence policière, vous en aurez plein. Donc on va pas être exhaustif dans cette vidéo là, il y en a énormément des cas et ça ce sont que des cas filmés. Dites-vous, il y en a plein qui n'ont pas eu chance de filmer ce qui se passe. Évidemment là on parle du côté de la banlieue, du côté, j'y viens, des manifestants, etc. Et parfois même des gens lambda qui pour un mot un peu plus haut que l'autre se font tuer, parfois juste tabasser. Par exemple Cédric Chouviat qui est mort, alors que Cédric Chouviat, aux dernières nouvelles, c'est pas un arabe, c'est pas un noir, mais voilà. Apparemment il était nerveux lors du contrôle. Peu importe, nerveux égale pas mérite la mort. Donc Cora, qu'est-ce que vous voulez nous dire pour conclure sur la population? Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des victimes un peu partout, du côté des manifestants, du côté des gens de tous les jours, du côté des banlieusards. Évidemment qu'il y a des comportements inacceptables de la part de certaines personnes de la population. Évidemment qu'on ne caillasse pas la police. Pour la plupart, ce sont des gens qui veulent faire juste leur boulot. Mais comme j'ai dit dans cette vidéo, on n'essaie pas
de dire c'est bien ou c'est mal, on essaie juste de comprendre. Donc Cora, je pense que maintenant on va attaquer la grosse partie de cette vidéo qui est la police. Donc la parole est à toi, explique-nous. Pour commencer, je voudrais souligner les conditions de travail de la police. Il est vrai qu'ils sont en sous-effectif, ça on va y revenir plus tard, pourquoi est-ce qu'ils sont en sous-effectif dans certaines zones. Mais voilà, ils sont en sous-effectif, ils sont mal payés, il y a beaucoup de suicides, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils sont pas bien formés, et enfin ils sont pas toujours soutenus par leur hiérarchie. Tout ça étant dit, plusieurs choses qu'on doit savoir avant de parler de la police. Premièrement, la police est un service public, donc financé par les impôts de tout le monde. Deuxième chose à savoir, c'est une question sémantique. En 2014, il y a eu un changement du code déontologique de la police. Tout d'abord, on ne dit plus gardien de la paix, mais on dit les forces de l'ordre. Un deuxième changement dans ce code déontologique en 2014, c'est que la police n'est plus garante des libertés individuelles, mais elle est garante des lois. Il y a une très grande différence. Quelle est-elle, Cora? C'est que maintenant, elle n'est plus au service du peuple comme elle devrait l'être, mais d'après le nouveau code déontologique, elle est au service de l'État maintenant, des lois. Et comme on le sait tous, on est très peu au courant des lois qui passent. Et en général, ce ne sont pas des lois qui sont tout le temps au profit du peuple. Donc on peut émettre quelques questionnements là-dessus. N'en déplaise à certains, dans la police, il y a des racistes. On va vous donner une brève définition de ce qu'est le racisme. Et ensuite, on va prendre quelques cas. On va essayer de comprendre pourquoi il y a des racistes dans la police. Et quel est l'impact de cette minorité de racistes sur l'ensemble du corps de la police. Et sur l'idée reçue par la population. Ganouche, dis-nous, quelle est la définition du racisme? La définition du racisme, c'est l'idéologie postulant une hiérarchie des races ou la discrimination, l'hostilité violente envers un groupe d'humains. Tout d'abord, quelques chiffres. Street Press, d'après une enquête, a trouvé deux groupes Facebook, l'un avec 8000 adhérents policiers, le deuxième avec 9000 adhérents policiers. Si t'es pas trop mauvais en maths, ça fait 17 000 policiers qui sont sur ces deux groupes Facebook et qui échangent des messages racistes. Donc pour moi, quand on tient des propos racistes, quelque part on est raciste. Donc déjà là, on est à 17 000 sur deux groupes Facebook qu'on a réussi à débusquer. Il est vrai que c'est une minorité dans la police. Il y a 150 000 policiers et 100 000 gendarmes. On est à 250 000. Si on présumait qu'une minorité c'était 10%, ça ferait 25 000. Déjà on a vu qu'avec deux groupes Facebook on est à 17 000. Donc pour moi on est au-delà de 25 000 policiers racistes, mais soit. D'abord on va voir quelle est la cause de ce racisme dans la police. Et ensuite on verra un extrait d'un message vocal d'un policier et vous verrez que l'extrait parle de lui-même. L'entrée dans la police est très facile. Il suffit juste d'avoir un bac ou un équivalent. N'importe qui peut entrer dans la police, y compris les racistes. Parce que ça vous a pas échappé, en France, c'est une minorité, mais il y a des racistes. Donc on a déjà des racistes qui entrent dans la police. Ensuite, on a d'autres policiers qui deviennent racistes quand ils vivent, pour certains, des comportements inacceptables, je le dis inacceptables, de la part de certains mecs de quartier. Et ils cherchent pas à comprendre pourquoi ces mecs de quartier-là les traitent de cette manière-là, donc automatiquement, ils vont vers la facilité. Donc, le fait de dire, c'est tous les Noirs et les Arabes qui sont des fouteurs de merde, bim, le début du racisme. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, c'est pour moi les plus faibles d'esprit. Ceux qui, à cause de l'influence de leurs collègues, qui auront peut-être une plus grosse personnalité, qui auront des arguments que eux n'ont pas, vont devenir racistes au contact de leurs collègues racistes. Vous voyez que ça peut très vite augmenter. De plus, j'aimerais dire une chose. Peut-être qu'on a 25-30 000 policiers racistes. Pour moi, c'est déjà énorme. Imaginons que dans une unité où il y a 5 policiers, il y en a un qui soit raciste, qu'ils commettent des actes racistes et que les autres disent rien, c'est de la complicité. Et comme le dit très bien la police, si on est complice d'un crime, on est criminel. Pour moi, être complice d'actes racistes, t'es aussi raciste que ton collègue que t'as pas dénoncé. On va revenir là-dessus plus tard, que dénoncer ses collègues policiers, c'est très mal vu. En général, c'est celui qui dénonce qui finit par avoir des problèmes. On verra ça plus tard. Dernier argument sur le racisme. Donc on a vu qu'il y avait à peu près une personne sur 10 qui était raciste au minimum. Au minimum avec des chiffres qu'on a déjà. Imaginez-vous maintenant les mêmes statistiques dans d'autres corps de métier. Par exemple chez les médecins. Imaginez, vous allez chez votre médecin et vous avez un médecin sur 10 qui est incompétent. Il doit vous opérer du cœur et puis pas de chance, vous êtes mort. Vous imaginez un peu la transposition? Et j'aimerais dire une chose, c'est que si un médecin commet une faute professionnelle aussi grave que ça, il est destitué de son titre de médecin, il n'est plus médecin. Alors qu'un policier qui tue, dans le meilleur des cas, tabasse quelques arabes, au mieux, il est muté à Lille. En général, c'est un avertissement, un conseil de discipline, et puis repart au travail. Il y a un documentaire sur Arte Radio, sur un policier noir, qui a découvert qu'en réalité, toute son unité le traitait dans son dos de nègre. Quelques propos
tenus par ces policiers, négresses, bougnoules, singes, putain nègre blanche, voiture de bâtard quand ils voient une voiture avec des arabes et des noirs dedans, etc., etc. Il y en a plein d'autres. On va juste vous mettre un extrait d'un policier, donc, et on revient juste après. Là où nous, les nationalistes racialistes, on doit être assez malins, c'est en gros laisser le combat intersectionnel les obliger à s'exterminer entre eux, toi. Ils vont déjà se séparer entre pro-arabes et pro-juifs. Se bouffer la gueule, par exemple, Mélenchon est très pro-arabe. Il y a les féministes, tu sais pas sur quelle fesse elles dansent, ces grosses putes. Les PD, LGBT, tout ça, machin bidule, bah voilà, c'est pareil, hein, les musulmans vont s'en charger, enfin bref. Quand les féministes, les LGBT, les juifs, les bougnoules, les nègres, qui sont pas musulmans, tout ça, vont commencer à se bouffer la gueule entre eux, et tu manges ton popcorn, tu regardes la télé, tu aiguises tes armes, et en fait, quand ils se sont bien affaiblis, tu achèves les bêtes. Vous avez bien entendu, ça c'est quelqu'un qui doit veiller à notre sécurité. À tous. Imaginez un jour j'ai un problème, je vais voir ce policier là, il va un peu m'envoyer paître. Au meilleur des cas, au pire des cas, je me tape un petit droite-gauche. Et si jamais j'ose riposter, outrage à agent, et puis au poste. Enfin bref, ça c'est un cas parmi tant d'autres. En réalité, en faisant les recherches pour cette vidéo, on a trouvé énormément de cas. Il y a aussi les contrôles abusifs, les contrôles aux faciès. C'est une chose qui alimente beaucoup la haine. Imaginez-vous maintenant, tous les jours vous sortez de chez vous et vous faites frapper sans raison. Peu importe la personne qui vous frappe, vous allez la détester. Parce que c'est l'incompréhension qui mène à la peur, qui mène à la haine. Et l'incompréhension des mecs de quartier qui ont parfois rien fait, il y en a qui font. Et ceux-là, ok, il faut s'en occuper. Mais la plupart font pas. La plupart ne font rien de mal. Et ceux-là, ils sont contrôlés H24, on les insulte, on les bouscule, on cherche la faute. Puis j'ai vu des vidéos aussi où le noir et l'arabe en face, ils sont assez intelligents et ils répondent pas. Et puis ils se font quand même contrôler violemment, en public, et les policiers n'ont même pas peur des caméras au final. Juste pour revenir sur ce que la police peut et peut pas faire en termes de violence, en termes d'usage de force, Guenouche, est-ce que tu peux nous dire ce que dit la loi là-dessus? La loi dit la police peut utiliser la force que pour des cas légitimes, nécessaires, avec précaution et proportion. Donc la loi est très claire, j'ai l'impression. Et il y a un mot très important là-dedans, c'est proportion, proportionné. C'est-à-dire, bon, il faut pas le faire, mais imaginons, tu mets une claque à un policier, il te met une claque. Ok, t'insultes un policier, il t'insulte. Il a le droit. En fait, c'est écrit dans la loi, réponse proportionnée. Si tu tires sur un policier, il a le droit de te tirer dessus. C'est normal. Ça, évidemment, c'est normal. C'est un peu de bon sens. Car dans ce cas-là, on met en péril leur intégrité physique. Mais lorsque tu insultes un policier et que tu te retrouves avec une matraque dans le cul, lorsque tu insultes un policier et que tu te retrouves avec un bras cassé, avec 15 points de suture, ou même, vous savez quoi? J'ai un autre exemple. Il y a un détenu qui devait être transféré d'une prison à une autre. Il était menotté dans le camion de police avec 3 policiers avec lui. Lors du transfert, il a été tué d'une balle dans la tête. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé dans le camion, mais c'est un détenu menotté avec 3 policiers qui avaient des tasers et des armes. Il me semble que les tasers sont faits pour ça. Quand le détenu se débat un peu trop, qu'ils n'arrivent pas à le gérer, même si c'est très peu probable car ils étaient 3 et il était seul et menotté. Mais à la limite, tu le tases. Mais une balle entre les 2 yeux, je ne pense pas que ce soit mérité, je ne pense pas que ce soit proportionné. Et des cas comme ça, il y en a énormément. Je ne serai pas exhaustif dans cette vidéo-là, je le répète, car simplement, j'ai la flemme. J'aimerais juste dire que les violences policières ne datent pas d'hier. On peut trouver un journal des années 50 ou 60 qui parle de violences policières. On peut voir Coluche dans une vidéo très connue qui parle des violences policières aussi contre des arabes et des noirs. C'est un phénomène qui date pas d'hier, mais il est exposé grâce aux réseaux sociaux. Grâce au téléphone portable, on peut maintenant filmer, on peut montrer la réalité, qu'est-ce qui se passe, et que maintenant les gens qui ne le vivent pas peuvent un peu mieux le comprendre. Pour moi, le contrat social qui existe entre la police et le peuple a été rompu, et il se rompt à chaque acte impuni de la police, ce qui mène à la manque de confiance en la police, ce qui mène à la peur de la police, et ce qui mène à une sorte de haine de la police. Encore une fois, on n'excuse pas, on essaie de comprendre. Donc si ces actes-là étaient punis, et croyez-moi que j'ai écouté des témoignages et que c'est les policiers eux-mêmes les premiers qui veulent que ces actes-là soient punis car ils en ont marre de l'opacité qui existe quant à ces affaires-là. On va aborder ça un peu plus tard, mais d'abord j'aimerais donner quelques pistes de solutions pour améliorer peut-être les conditions de travail de la police et qu'ils soient dans des dispositions meilleures pour faire leur travail. Donc Cora, qu'est-ce que tu proposerais comme solution pour tous ces policiers? Tout d'abord, je propose une meilleure formation pour les policiers. Ensuite, être intransigeant quant aux bavures, enfin, quant aux violences
commises par les policiers, histoire de rassurer le peuple et de lui montrer que la justice va dans les deux sens, car comme on va le voir un peu plus tard, elle est bien à géométrie variable la justice. Donner un peu plus de moyens aux policiers et enfin virer les racistes. Parce que le problème des racistes, qu'ils pensent qu'ils sont patriotes. Mais on peut être très bien patriote, aimer son pays et ne pas virer dans le racisme. Car on peut très bien aimer les siens sans détester les autres. Pour conclure sur la police, il y a une chose qui est très grave pour moi, c'est que c'est la police qui juge la police et parfois c'est des collègues qui doivent juger d'autres collègues. Donc ils sont très mal à l'aise de juger leurs collègues avec qui ils ont travaillé pendant des années parfois. Ils sont aussi très mal à l'aise de les balancer entre guillemets. Et c'est pour ça que si on veut porter plainte contre la police chez la police, c'est plutôt compliqué. Il y a très peu de gens qui prennent les plaintes quand ils sont contre leurs collègues. Il y a énormément de témoignages où il y a des gens qui disent je voulais porter plainte, on m'a dit je prends pas la plainte contre mon collègue. Donc ça aussi il faut que ça cesse, il faut qu'il y ait une impartialité de la police. En parlant de la police des polices, parlons de l'IGPN. Guenouche, dis-nous, que signifie IGPN? Donc, l'IGPN, c'est l'inspection générale de la police nationale, plus couramment appelée la police des polices. Elle désigne le service d'inspection de la police nationale française et de la préfecture de police de Paris. Comme vous l'avez compris, c'est la police des polices. Alors, tout d'abord, la police des polices qui est gérée par une ancienne commissaire de police. Donc, c'est la police qui juge la police. Je ne pense pas avoir besoin de développer plus ce point-là. Je pense que vous avez très bien compris que c'est absurde, que la police juge elle-même son propre corps. Mais je m'arrête pas là. Il y a une interview d'Alexandre Langlois sur Thinkerview. On mettra le lien dans la description. Et lui, c'est un secrétaire général du syndicat de police de Vigie et agent du renseignement au renseignement territorial. Tout d'abord, je vous incite à aller écouter l'interview parce que vous allez halluciner. Je prends juste un exemple de ce qu'il dit dans la vidéo. En gros, il travaille à Marseille. Il a réussi à savoir que son directeur de police trafiquait les chiffres de délinquance à la baisse. En gros, il disait qu'il y avait moins de délinquance que ce qu'il y en avait réellement. Il faut savoir que ce genre d'action est très dangereux. Pourquoi ? Car l'État, quand il va envoyer des policiers dans certaines zones, il va les envoyer en fonction de ce rapport-là. Donc le rapport de délinquance envoyé par le directeur de police. Donc si le directeur envoie des rapports revus à la baisse, évidemment l'État va envoyer peu de policiers sur ces zones dangereuses en fait. Donc il se retrouve en sous-effectif, incapable de faire quoi que ce soit et la délinquance ne fait qu'augmenter en réalité. Les chiffres sont manipulés par l'État en réalité, par la hiérarchie haute de la police pour donner l'impression à la population que tout va bien. C'est une stratégie de communication. Par exemple, dans la vidéo il explique très bien que lorsque il faut punir un ou deux policiers pour faire un exemple et calmer le peuple, les ordres du ministre de l'Intérieur sont très clairs. Punissez-en 2 ou 3. Mais quand il faut protéger la police, même si celle-ci elle était en tort, le ministre de l'Intérieur va dire ne punissez personne. On a besoin de préserver l'image de la police. C'est très dangereux, mais en même temps très révélateur. Car la police, c'est le bras armé de l'État. Avec déjà ce que j'ai expliqué comme changement dans le code déontologique, l'État est protégé par la police. Et en fait, l'opacité qui existe quant aux condamnations, ou alors les sanctions prises, ou alors les chiffres de délinquance, etc., l'opacité qui existe, elle sert uniquement l'État. En réalité, ça énerve le peuple contre la police, car le peuple pense que c'est la police la seule responsable. Or non, ce n'est pas vrai. Ça énerve le peuple contre la police se défend contre le peuple, et donc les deux se tapent, et l'État au-dessus, il est tranquille. Dans un article de l'Express, on nous dit que le ministre de l'Intérieur est beaucoup plus sévère sur des fautes commises par les policiers quant au manquement aux règles intérieures commis par la police que des violences policières. Dans ce même article-là, on voit qu'il y a beaucoup de plaintes envoyées à la police des polices, car les plaintes envoyées à la police sur la police, ça ne fonctionne pas. Ce que les gens font, c'est qu'ils envoient les plaintes à la police des polices. L'article nous montre qu'il y a très peu de sanctions, et quand il y a des sanctions, ce sont des conseils de discipline, des avertissements. Les sanctions sont proposées par la police des polices, et en fait, il appartient seul au directeur de police de la zone en question, à son appréciation personnelle, de les appliquer ou non. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Je reviens juste sur l'histoire d'Alexandre Langlois et de son directeur qui falsifie les chiffres. Donc, que fait Alexandre Langlois? Il va voir la police des polices, donc l'IGPN, il leur dit, écoutez, je trouve ça inadmissible, il falsifie les chiffres, prenez des mesures. Et l'IGPN lui dit, tu n'as pas à porter plainte contre ton directeur, contre ton supérieur hiérarchique, tu ne devrais pas faire ça. Alexandre Langlois leur dit, faites votre taf. Ce qui se passe, c'est que l'IGPN envoie la plainte au directeur de police d'Alexandre Langlois, et il appartient à ce dernier de s'inculper ou non, d'accepter en gros la plainte ou de ne pas l'accepter. Ce qui se passe
vous le voyez évidemment venir, c'est qu'il n'a pas accepté la plainte, mais en plus, il a porté plainte contre Alexandre Langlois pour manque de loyauté. Résultat, Alexandre Langlois est fautif. Donc en gros, ce qu'explique Alexandre Langlois, c'est que l'État est du côté de l'IGPN et des personnes hautement placées dans la police, mais qu'ils peuvent sacrifier un ou deux policiers quand la com le permet, et parfois en protéger un ou deux. Mais en réalité, c'est l'État qui tire un peu les ficelles de tout ce qui se passe. Donc vous voyez, les choses sont un peu plus compliquées que ce que vous pensez. Donc avec un peu tout ce qu'on a dit dans cette vidéo là, on est en droit de se demander est-ce que l'État et la police remplissent réellement leurs fonctions, ou est-ce qu'au final ils ont juste inversé les rapports de force, car je vous le rappelle, en démocratie, c'est bien le peuple qui décide, c'est bien le peuple par exemple qui finance la police, c'est bien le peuple qui finance les politiciens. Et en réalité, ce que j'ai l'impression qui se passe en France, c'est que ce sont la police et le gouvernement surtout qui détiennent le pouvoir, et que le peuple, on l'écoute pas. Ou alors, c'est très simple, on peut comparer ça à un père fouettard. Donc l'État serait le père fouettard, la police serait la ceinture, et le peuple ou la population serait le gosse. Évidemment, le père va avoir besoin de la ceinture pour frapper le gosse, donc il va bien protéger sa ceinture pour pouvoir, quand il le faut, frapper son gosse avec. Puis si le gosse se rebelle un peu trop, s'il commence un peu trop à chouiner, le père va lui donner un petit bonbon pour le faire taire un petit moment. Donc pour moi, ce qui se passe en France, c'est un peu comme l'a dit Coluche il y a bien 30 ans maintenant, 30 ou 40 ans. La dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est sera cause toujours. En réalité, dans les deux cas, on n'écoute pas vraiment le peuple. Et en France, j'ai bien l'impression que c'est ce qui se passe. On n'écoute pas vraiment le peuple. Et si j'ai une dernière chose à dire à la police, c'est que la police, vous faites partie du peuple, vous souffrez comme le peuple souffre. Ce que j'ai à dire à tous les policiers, c'est lâchez les armes, joignez-vous au peuple, parce que les seuls qui manipulent tout, qui manigancent un peu tout, ce sont l'État. Si j'ai une dernière chose à dire, c'est que la police souffrent autant que le peuple souffre, de par leurs conditions de travail, de par la pression qu'il y a sur eux, etc., etc. Et pour moi, la police doit se rallier au peuple, car le seul ennemi commun qu'ils ont tous les deux, c'est le pouvoir, c'est le gouvernement. Donc dans cette vidéo, ça nous tenait à cœur de parler de ce sujet-là et de bien expliquer le rôle de la population, de la police et de l'État. Et de montrer que la police et la population, c'est pas vraiment le problème, mais c'est l'État le problème. On n'appelle pas à une révolution, mais on appelle à une ouverture d'esprit. Comme on l'a dit un peu au début, on n'a pas tout traité en profondeur parce que sinon la vidéo aurait duré 3 heures. Donc peut-être qu'on reviendra un peu sur quelques points de cette vidéo-là en détail plus tard. Mais là, vu un peu les événements, on avait envie de parler un peu de ça. Donc on a essayé de couvrir un peu la surface du sujet, mais l'entièreté de la surface. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, déjà bravo à toi. Pour la peine, mets un like, abonne-toi et dis-nous en commentaire ce que t'en penses. Et si cette vidéo vous a appris des choses et que vous l'avez trouvée intéressante, partagez-la autour de vous pour pouvoir sensibiliser les gens par rapport à ce sujet-là. Et la vidéo de la semaine prochaine, on va faire des falafels. La recette, que pour vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.